Ce programme vous est présenté avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bonjour. Avec lui, le serment d'Hippocrate rime avec bienveillance, humanisme, générosité et don de soi. À travers l'association de compétences pour une vie meilleure, en abrégé ASCOVIM, qu'il a créé pour canaliser son action, ce sont des centaines de milliers de consultations et d'opérations chirurgicales gratuites réalisées, des dizaines de milliers de paires de lunettes distribuées et de manuels scolaires offerts aux malades et autres nécessités qu'il va parfois chercher dans les contrées les plus reculées du Cameroun. Lauréat de plusieurs prix internationaux, dont le très prestigieux CNN Heroes Award, le prix de la Reine d'Angleterre et le prix de l'excellence africaine, le Dr Georges Boilet est diplômé de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 et chef service de chirurgie viscérale de l'hôpital central de la ville du même nom. C'est justement dans cette formation hospitalière que le chirurgien aux mains et au cœur exceptionnel nous a donné rendez-vous pour commencer cette promenade. Je me doute bien que vous connaissez la formule. Ah ben oui, qui elle aussi vous fera aimer la télé. Suivez-moi, c'est par là. Basango Bambi Banda Manfred Bana Bondikolo Sadrak Naedi Mbedi Bojano Musikinde Bana Bino Monde na Yabanombi ya Mombe Na Mende Longi ya Binyo na Tena Bubunya Bwami Bosukan Lobodi Tembandola Nyonde Mbape na Liandi Mbana Bino Tombadi ya Bandolo di Dangwe Mwemba na Jale Boso Epe ya Mbende Wapebele Mwele Guillaume Na Losuele Muna Nyumba. Construit en 1933 pour être uniquement un hôpital de jour, l'hôpital central est devenu pleinement, au fil du temps, l'une des formations sanitaires de référence du Cameroun. Il est situé dans le centre de Yaoundé, la capitale camerounaise. Bonjour docteur Georges Boilet. Bienvenue ici au service de chirurgie viscérale de l'hôpital central de Yaoundé. Je suis très content et je te souhaite la bienvenue ici au service de chirurgie viscérale de l'hôpital central de Yaoundé. En parlant de chirurgie viscérale, comment on peut définir cette spécialité? Alors c'est une spécialité un peu particulière qui s'attaque à la plupart des viscères, parfois qui sont dans la cavité abdominale et parfois pas, comme par exemple le sein, comme par exemple la thyroïde, comme par exemple les vaisseaux. De temps en temps, on fait appel, mais le plus grand champ d'action reste la cavité abdominale. Et les affections qu'on rencontre généralement, c'est quelles? Elles sont de plusieurs natures. Ce sont des affections qui peuvent être tumorales ou pas. Ce sont des affections qui peuvent être infectieuses. Ce sont des affections qui sont de nature multiple, congénitale, etc. Et toutes ces affections-là vont nécessiter à la fin une intervention chirurgicale pour le bonheur du patient. Vous passez combien de temps par jour ici à l'hôpital central? Alors à l'hôpital, j'arrive ici autour de 9 h et je travaille jusqu'à environ 16-17 h. Et 16-17 h, je vais à la fac si j'ai un cours. Et après, je m'occupe toujours de la médecine. Donc, elle n'est pas vraie la légende qui dit que vous passez votre vie à l'hôpital? Ah, je ne sais pas ceux qui le disent, mais je travaille beaucoup à l'hôpital parce que habituellement, mes journées s'arrêtent autour de 2 h du matin. Ah oui? Oui. 1 h à 2 h du matin. C'est à 16 h que je finis mes activités médicales. Et je dois me réveiller à 5 h pour commencer les activités
dans ma petite association Ascovim qui va avoir un but médical. Pourquoi vous avez tenu à ce qu'on commence cette promenade ici? Alors ici, c'est chacun a un mentor. Et moi, bien que je sois le fruit de plusieurs maîtres, parce que je suis un gars qui a subi les influences de plusieurs maîtres enseignés par plusieurs personnes, j'ai quand même eu un mentor qui en la personne du professeur Massopé Ansonam qui est décédé. C'est un chirurgien qui a travaillé pendant plus de 30 à 40 ans dans ce service qu'on appelle service de chirurgie viscérale, qu'il a donc bâti et qui a participé à la formation de multiples chirurgiens dans ce pays. Prochaine destination de cette promenade? Alors ici, ce bureau, c'est le bureau de toutes nos consultations. C'est ici que nous recevons d'abord les malades et après avoir reçu les malades ici, ces malades vont faire des examens qui sont des examens préopératoires. Et après ces examens préopératoires, rencontrer les anesthésistes qui sont les vrais chefs, hein, parce que c'est eux qui vont dire oui, ce malade, il est opérable, ou bien le rendre opérable si nécessaire. Et quand tout ça finit, on décide donc d'opérer. Et comme vous êtes venu aujourd'hui et que c'est une journée opératoire pour moi, j'ai le plaisir de vous inviter à regarder une intervention. Ça vous dit? On peut entrer? Vous pourrez entrer, bien sûr. D'accord. Vous pourrez entrer, mais il ne faut pas que l'œil tourne. Et au cas où l'œil tourne, vous me faites un signe. D'accord. Ok. Allez, à bientôt. Direction une salle d'opération. C'est l'endroit préféré du docteur Georges Bouélé dans ses journées marathon. Il y conduit José Vicky de Ngensona pour une expérience immersive inédite. Ah, José. Oui. Bienvenue au bloc opératoire. Si. Voilà. 2 ou 3 petites consignes. Ce que tu nous vois en train de toucher, tu ne touches pas. Est-ce que toi tu toucheras? Nous, on ne touchera pas aussi. D'accord. Mais on peut bien causer. Ok. Alors, vous êtes sur quoi? Bon, nous sommes en train d'opérer une dame qui a une pathologie appendiculaire importante, qui est infectée. Voilà. Donc, ce n'est pas une petite opération? Non, l'opération n'est jamais petite. L'opération est petite à la fin. D'accord. Même s'il faut tailler les ongles. L'opération est petite à la fin. Jamais petite avant. Il y a des chirurgiens qui ne disent pas un mot pendant qu'ils opèrent. Vous faites de la conversation, vous faites ça comment? Chacun a sa façon sa façon pour s'en sortir. Oui. Bon, moi, j'ai été enseigné par des gens qui faisaient des gestes simples de chirurgie, donc bien codifiés, bien arrangés, tout est bien clair, donc j'essayais plus beaucoup de prière. Hein. Et la musique qu'on entend en fond sonore, ça aide? Oui, bon, on opère souvent en musique ici. Il n'y a pas un jour que Dieu fait sans que vous ne soyez dans une salle d'opération? Bon, souvent. Ah oui? Si je dis souvent, c'est sûr que beaucoup de gens vont dire non, non, jamais, il est toujours au bloc. Mais il arrive souvent que je n'opère pas. Ça peut arriver. Non, mais c'était grave, hein. Tu sens l'odeur? C'était déjà bien avancé. Je t'ai dit. Vous avez retrouvé ce qu'il faut couper? Oui, on a ce qui est malade, quoi. Et donc, il faut couper? Non? Mais pourquoi couper toujours? Donc, cette femme est vraiment, vraiment malade. Parce qu'elle présente une tumeur. De quelle nature? La nature, on va l'étudier après. Quand on va l'enlever, et on va l'étudier après. Voici en fait sa tumeur. Alors qu'au début, tous les examens montraient que non, c'est son appendice qui est malade. Et maintenant, voilà la tumeur. Partout là, c'est ça la tumeur. Vous voyez, ici c'est mou, c'est le normal, mais ici c'est dur. Et ça, c'est la tumeur. Et du coup, vous allez faire quoi? On va lui enlever sa tumeur et puis on va faire qu'elle fasse la chimiothérapie plus tard. Mais dans un cas comme celui-là, vous avez commencé avec une anesthésie locale? Non, pas locale. On a commencé par une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire une anesthésie qui prend une seule région. Ok. Bon, maintenant, il faut avoir une équipe capable de transformer ça en anesthésie générale en quelques minutes. Oui. Et c'est ce qui est fait. En paniquant moins. C'est un métier où il y a beaucoup de panique. Et si on panique, ça ne va pas aller.
Alors on est en train de se préparer à enlever toute cette masse et à ne rester qu'avec ce qui est bien. Tout ça est foutu? Bah oui, le cancer est là, enlevé dans les marges raisonnables. Les marges qui permettront à vue d'œil de dire que le malade est cliniquement bien. Vous regardez ici, ça c'est cliniquement propre. Oui. À vue d'œil. À vue d'œil. Mais normalement, on doit faire un examen qu'on appelle une biopsie extemporanée en coupant une petite partie et en faisant analyser ça immédiatement. Et c'est ça qui vous dit, écoutez, c'est parfait. Mais c'est pas grave, quand ça va partir au centre Pasteur ou dans un autre centre, ça sera analysé. Et de là, on nous dira, les marges que vous avez réséquées, c'est-à-dire les marges que vous avez coupées, sont saines ou pas. Heureusement, il y a une autre partie pour le traitement des tumeurs. Cette partie concerne la chimiothérapie. Oui. Alors, totalement différent de tout ce qu'on pense dans la communauté. Qu'est-ce qu'on pense dans la communauté? Dans la communauté, on se dit quand on te fait la chimio, t'es mort. Mais il faut savoir que la chimiothérapie est orientée vers différents types de patients. Il y a des patients chez qui on fait la chimiothérapie rien que pour calmer la douleur, oui, et qui sont en fin de vie. C'est un traitement d'accompagnement. C'est normal qu'après ça, que les patients décèdent. Il y a d'autres patients chez qui on fait la chimiothérapie pour mieux les opérer. C'est-à-dire qu'on fait ça pour que la taille de la maladie diminue et que le malade n'ait plus mal et qu'on puisse l'opérer dans les meilleures conditions. Il y a d'autres à qui on va faire la chimiothérapie à la suite d'une intervention chirurgicale. Et ça, c'est pour poursuivre donc le genre de problème dont je te parlais. C'est-à-dire s'il y a des cellules qui sont restées, qu'on n'a pas vues avec l'œil, mais qui ont été vues par les microscopes, qu'il y a encore des cellules là, alors on fait la chimiothérapie pour détruire ce genre de cellules. Dans la série de choses que vous allez faire, il est prévu une stomie provisoire au moins ou pas du tout? Ah, la stomie! Mais monsieur, vous êtes un chirurgien. Hein? Pour ce patient, oui, lui faire une stomie, c'est un peu excessif. Juste un peu. Mais vous disiez que c'est bien abîmé. Oui, souvent, c'est nécessaire. Mais chez elle, c'est pas nécessaire. Ok. Voilà l'angari borimba na kweri chok. Ndolo nyetembale buki didibowa. Nebidi usalami soni la kamba. Pulana mobi yenjika pata mumi bwele eno betemo. Alors, quelle est la suite pour cette patiente, docteur Bouelin? On était parti pour une appendicite et on a constaté qu'elle avait une masse. La suite, c'est premièrement analyser la masse, oui, voir les limites, rencontrer les oncologues et rencontrer les radiologues pour un meilleur suivi plus tard. Ce genre de patient est pris en charge par un collège de médecins dans une réunion qu'on appelle une réunion pluridisciplinaire, au cours de laquelle l'oncologue va dire ce qu'il faut faire, le radiologue va dire comment on peut surveiller, on va faire les surveillances aussi avec des examens biologiques. Et moi, je reste à la fin de la chaîne parce que c'est eux qui vont me dire, écoute, ça avance bien, tu n'as plus rien à faire. Ou bien, écoute, ça avance, mais il y a quelque chose qui est un reliquat qui est resté. On t'en renvoie pour faire le travail. Mais pour l'instant, moi, je me concentre à ce qu'elle cicatrise bien, qu'elle sorte de l'hôpital, qu'elle recouvre bien sa santé, et le reste va suivre. Vos goûts musicaux, on passe de Richard Bona-Etienne Mbappé et on arrive au Mbolé, vous faites ça comment? Je suis un mec qui essaye de prendre tout ce qui est bon sur cette terre. Okay. La vie est très courte sur cette terre. Et chaque fois que je vois quelque chose qui est bien, je m'en approprie pour pouvoir profiter de tout ce qu'il y a de beau ici. Je n'interdis rien, au contraire. J'adore ce qui rend heureux. Et le Mbolé rend heureux, hein? Quand vous finissez comme ça, vous avez un rituel de fin? Ce n'est pas un rituel en tant que tel, mais je dis merci à celui qui m'a aidé à faire cette chirurgie. Oui. Je vais dire merci à l'équipe d'anesthésie parce que sans eux, on ne peut pas bien opérer. C'est clair. Et c'est eux qui maintiennent la stabilité du malade, qui ont même la vraie vie du malade entre les mains. Parce que tout compte fait, l'anesthésie, réanimation, oui, à mon avis, c'est 70% de la chirurgie. Et les autres 30%, c'est la technique chirurgicale qu'on peut faire. Okay. Moi, je pense. Où nous mène la suite de cette promenade avec vous, docteur Bouelin? Alors, après cette chirurgie, je vais vous emmener là où j'ai commencé, là où j'ai eu mon premier poste, à côté de là où j'ai étudié la médecine.
parce que j'ai étudié la médecine en faculté de médecine, des sciences biomédicales, EXCUS. Et mon premier poste de travail était juste à côté, au CHU de Yaoundé. Oui. Et après cette balade-là, je souhaiterais, si vous avez le temps, puisqu'on est en fin de semaine, de partir en communauté. Parce que moi, je travaille à l'hôpital central de Yaoundé de lundi à vendredi. J'enseigne aussi à la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1 de lundi à vendredi. Mais vendredi soir, avec ma petite équipe de volontaires, nous allons en communauté dans tout le pays chaque week-end entre février et mi-décembre pour apporter des soins de santé gratuits aux populations. Alors je vais vous inviter à aller se balader à Eboman, apporter du sourire aux populations. J'espère que vous serez de la partie. D'accord, bien sûr, sans faute. Ok. Bon courage, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, c'est parfaitement fermé. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer en boutique. Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de pension, elle n'a rien. Une pension pour une bonne? Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, vous ne serez jamais seul. Retour sur vos terres. Oui. Quel souvenir gardez-vous de votre passage ici, au tout début des années 90? Oui, ça me rappelle à la faculté de médecine. Oui. Oui, je suis entré en faculté de médecine dans les années 93-94, après un concours. J'ai eu mon bac dans les années 91 et puis j'ai passé 2 ans à la faculté de sciences et j'ai eu la chance de réussir le concours de médecine par le truchement d'un ami qui a déposé mon dossier. Je tiens à lui rendre hommage, c'est le docteur King Esemepensi qui a fait tout des pieds et des mains pour que je fasse ce concours, bien que toute ma vie d'enfant m'a prédestiné à cet avenir d'être médecin. Quand je suis arrivé à l'université, j'avais une envie de faire la biochimie. Mais Semepensi, il m'a dit, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est né, tu as grandi pour faire la médecine. Alors, je fais tout pour que tu fasses la médecine. Alors, je suis entré ici. J'ai passé 7 années superbes ici. J'ai reçu des enseignements des maîtres extraordinaires. Lesquels? Certains sont morts, comme par exemple le professeur Peter Doumbé qui est décédé. Mais tous les autres enseignants, c'était les gens qui m'ont façonné, ce sont les gens qui ont fait de moi ce que je suis. Déjà que je n'étais pas un gars très très brillant, donc c'est des gars qui ont bataillé dur pour que je sorte. C'est pas vrai. Ah non, c'est vrai, je vous dis, j'étais un gars présent, oui. J'étais un gars correct, j'étais un gars qui, quand vous êtes dans une salle de classe, les gars qui sont premiers, chaque fois qu'ils se retournaient dans leur nouvelle classe, ils trouvaient que j'étais dans la même, mais je n'étais pas dans les premiers rangs. En tout cas, ceux qui nous regardent auront de la peine à vous croire, docteur Bouelet. Oui, mais franchement, j'ai eu des enseignants extraordinaires. J'ai été à la faculté de médecine. À l'époque, là, c'était le professeur Soso qui devenait doyen. Et moi, j'entrais en première année. Et on a reçu on était réguliers à l'hôpital, on avait des stages. C'était vraiment extraordinaire. Après ces 7 ans, j'ai eu la chance
qu'à être formé à la faculté de médecine, mon premier poste, c'était le CHU. Et j'ai travaillé dans le service du professeur Nkam, paix à son âme, qui m'a reçu dans son service de réanimation. Alors là, lui, il m'a façonné. Lui, il m'a dit, tu as envie d'être chirurgien, mais je vais te dire que pour être un bon chirurgien, il faut savoir réanimer. Au-delà de l'acte, au-delà du bistouri, il faut que tu comprennes que le patient, c'est un tout. Et là, il m'a donné les armes. Je ne l'avais jamais entendu celle-là. Pour être un bon chirurgien, il faut avoir une vue globale, il faut savoir réanimer, comme vous dites. Moi, je croyais qu'un bon chirurgien, c'était se résumer à la façon d'ouvrir et de fermer. Oui, ça, c'est les premières armes que tu dois avoir. Mais tu ne travailles pas sur un mannequin ou bien sur un animal mort. Non, tu travailles sur un humain. Et on ne te demande pas d'être un réanimateur. Ce qu'on te demande, c'est au moins d'avoir la jugeote, la vision que, sur ce cas, il faut que j'appelle rapidement un anesthésiste réanimateur pour m'aider à faire telle tâche. Il faut reconnaître les choses. Oui. C'est pour ça que dans la formation du médecin, on l'amène à aller à l'hôpital quand il est encore jeune étudiant. Il doit aller à l'hôpital parce que chaque fois que vous êtes à l'hôpital, comme le disait un de mes enseignants personnels, professeur Bob, même si tu es con, que tu ne connais rien, chaque fois que tu es présent à l'hôpital, tu vois les décès. Et quand tu vois quelqu'un mourir, tu dis « Ah !» Ça t'interpelle. Oui. Chaque fois que quelqu'un veut mourir, ses yeux tournent. La prochaine fois que tu vois un autre malade qui a les yeux qui tournent, tu dis « Attention, ce type peut mourir. Essayez d'appeler quelqu'un qui est meilleur que moi pour le sauver. » Donc, c'est très, très, très important de vivre ce qu'on a vécu, d'avoir toutes ces connaissances-là. Parce que tu ne vas pas te limiter à être chirurgien avec une lame de bistouri et puis rien qu'opérer. Non, il faut avoir une vision globale du patient qu'on a. Quand vous entrez en faculté de médecine en 1993, Dr Bolet, vous avez déjà une idée claire de ce que vous ferez comme spécialisation? Ah là, vous me demandez de rendre hommage à mes grands-mères. Allons-y. Mes deux grands-mères à la fois m'ont donné le nom. Ma grand-mère paternelle m'a donné le nom de Bolet. Bolet, en fait, ça veut dire qu'un arbre qui donne des fruits. Et des fruits là donnent la vie. Et comme je vous ai dit, une fois, je suis né dans un contexte d'être médecin. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a inspiré tout le monde que ce type il sera médecin. Donc dès l'enfance, ça m'a bercé jusqu'au bac. C'est quand j'ai eu le bac que j'ai dit, je ne suis pas obligé, je peux être biochimiste ou quoi que ce soit. Mais comme je vous ai dit, mon ami Penty m'a rappelé et je suis revenu, j'ai fait mon concours qui n'était pas facile. Hein. À l'époque, c'était le concours de 8000 candidats avec 75 places seulement. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas parmi les premiers. Dans les 75, j'étais 71e. Mais ça m'allait parce que j'étais dans le lot, j'étais dans le peloton. Et ça m'a permis d'apprendre. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours su que non seulement je vais être médecin, mais je vais être chirurgien. Et aussi l'influence des grandes icônes. Quand j'arrivais là, c'était le professeur Soso, grand chirurgien. Rencontrer le professeur Masso, le sommet de la chirurgie, les gens ouverts, professeur Bob, professeur Essomba, tous ces grands noms de la chirurgie, d'autres que j'oublie. Mais je vous dis, tous ces grands seigneurs, tous les grands chirurgiens camerounais, j'ai eu la chance de les côtoyer. Parfois aussi des gynécologues. Professeur Mbou, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup enseigné. J'ai eu beaucoup d'influences positives. Utile au plus grand nombre, parce qu'il y a quelque chose de transversal dans la chirurgie viscérale digestive, non? Non, je ne suis pas de cet avis. Je suis de l'avis que tous ceux qui font la médecine, quelle que soit la spécialité, ça a un impact. Quand vous avez votre fils qui vient de naître et qu'il faut le réanimer, ce n'est pas le chirurgien, hein, il faut savoir réanimer le bébé. C'est d'abord l'infirmière en salle qui va réanimer votre bébé. Donc je pense que quelle que soit la spécialité en chirurgie, ça a un impact. C'est vrai que parfois, certaines spécialités se sentent supérieures aux autres, mais ce n'est pas vrai. C'est mon avis. Vous disiez que quand vous aviez fait le concours, c'était à l'époque 8000 candidats, 75 places. Quel est votre point de vue sur ces facultés de médecine qu'on ouvre un peu partout maintenant? C'est une bonne ou c'est une mauvaise chose à votre avis? Ah non, il faut d'abord dire que les facultés ont été ouvertes partout, mais le Cameroun, le gouvernement camerounais, a créé une commission qui a sélectionné les facultés de médecine qui avaient le droit d'exercer. Et cette commission-là a fait un travail extraordinaire. On a donc sélectionné les facultés de médecine adéquates. Et la formation à un niveau? Non, la formation à un niveau super. Okay. Vous voyez quelqu'un qui sort de Bamenda, ce n'est pas n'importe quel étudiant. Vous voyez un gars qui sort de Boya, les gars sont bien formés. Et Banganté, c'est extraordinaire. L'ISTM, etc. Toutes ces facultés-là font du bon travail. Puisque
toutes ces facultés-là, les gens qui travaillent là-bas, ce sont les gens qui viennent de l'université mère, c'est-à-dire la faculté de médecine de l'université de Yaoundé 1. Donc, moi, je vois que tout ce travail est bien. Il faut donner la chance. Le pays a besoin de médecins. Et ceux qui sont ici, ils font un travail extraordinaire. Le pays a besoin de médecins, mais j'ai envie de compléter ce que vous dites en disant le pays a besoin qu'on paye bien ses médecins. Oui, la rémunération est importante, non? Pour que ça ne sert à rien que vous courez pour aller faire une urgence, mais on vient de vous couper la lumière. Quand même, c'est embêtant. Je crois que les instances qui regardent vont continuer à soutenir ces aspects éducatifs, ces aspects santé, ces aspects-là qui sont un peu un gouffre parce qu'ils demandent beaucoup d'argent, mais qui sont sur le plan social, l'équilibre. Donc je pense que soutenir, motiver tous ces secteurs-là, c'est une bonne chose. C'est comme soutenir, je ne sais pas moi, les mototaximans, etc. Allons-y. Merci. On retrouve José Vicky de Ngensona à Eboman, dans l'arrondissement d'Endom, dans le département d'Union et Foumou, au fin fond de la région du centre. C'est ici que l'association de compétences pour une vie meilleure, en abrégé ASCOVIM, se déploie aujourd'hui pour une campagne de santé. Bonjour docteur Georges. Bienvenue mon frère. Merci. Bienvenue. Comment ça va? Bien, bien. Et comment était la route? Oh, jusqu'à Zoétélé, plutôt pas mal, mais après, je ne vous dis pas. Moi, dans mon quotidien, c'est une route parfaite. Ah. Et je peux vous dire que partie de Yaoundé, vous êtes d'abord venu dans le sud, par Zoétélé et Fibot, et ensuite vous revenez encore dans le centre, parce que ici vous êtes dans l'arrondissement d'Endom, et on est à Eboman. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci. C'est vrai que ce n'est pas mon village, mais je suis arrivé avant vous. Non, mais cette route, pour moi, elle est bien. Si vous l'imaginez en saison des pluies... Non, j'ose même pas. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Alors, concrètement, comment ça se passe, une campagne de santé? Vous organisez ça comment? Non, mais c'est un événement simple qui commence par un enregistrement des patients. Oui. Et cet enregistrement des patients se déroule au sein de l'hôpital local, parce que l'avantage que le Cameroun a, c'est que quel que soit le petit village, il y a quand même au moins une case de santé. Souvent mal loti. Oui, peut-être, mais ça existe. Et on travaille avec l'équipe locale qui existe, qui est là. Et cette équipe-là s'occupe d'enregistrer les patients. C'est pour ça qu'on parle d'1 millier de patients. Et ce sont ces personnes-là qui sont arrivées ici ce matin. Donc ce samedi matin, on va les recevoir, on va les consulter et on va les diriger vers les soins spécialisés. Et cette campagne va courir jusqu'à demain, 14h. Je vous suis pour le tour du propriétaire? Bah ouais, je vous invite. On va commencer par les salles de consultation parce que c'est dans les salles de consultation qu'on a l'opportunité de voir les malades. Ça nous permet à la fois de faire la première consultation, mais aussi de savoir ce qu'on appelle le pré-screening. On va savoir quel malade va aller où. Donc ça permet d'orienter les malades. De faire le tri. Ça permet de faire le tri, simplement. Et dans cette salle, vous avez l'opportunité de rencontrer un médecin généraliste ou un spécialiste d'emblée, mais qui fait office de médecin généraliste d'abord. C'est après qu'on aura les soins spécialisés. Alors ici, nous sommes à l'école. Parce que nous utilisons l'école, vous imaginez que les infrastructures ne peuvent pas nous permettre à l'hôpital de recevoir 1 millier de personnes. Donc nous utilisons un autre bâtiment de l'État qui est l'école. Et ici, nous sommes à l'école pour la consultation. Donc les femmes et les enfants sont consultés et après leur consultation, chaque patiente reçoit donc, sur la base d'un diagnostic, va recevoir un traitement. Donc, et le traitement est reçu en consultation, en pharmacie gratuitement. C'est une pharmacie de fortune, hein. C'est pas la pharmacie habituelle de l'hôpital. Donc ici, c'est donc comme ça que ça se passe. Donc vous voyez cette consultation. Ici, par exemple, c'est Dr Nangmo, elle est médecin généraliste. Et de l'autre côté, c'est Dr Fomo. Et le Dr Fomo a l'avantage que nous avons reçu quelques volontaires lyonnais qui viennent de la faculté de médecine de Lyon, et Lyon Sud, et qui sont venus non seulement m'accompagner à l'hôpital, mais m'accompagner dans des activités humanitaires comme celle-ci. Et en tant qu'étudiante, elle bénéficie donc de l'avantage des connaissances d'un médecin déjà gradé, qui lui apprend comment on peut faire les diagnostics en milieu difficile, sans tous les grands examens habituels, et comment soulager les souffrances de la patiente en face. Bon,
Ici maintenant, on est en consultation homme. Et vous voyez que ça, c'est la tente. Le principe est le même que chez les femmes. Le principe est le même que chez les femmes. Bon, mais la particularité chez les hommes, c'est qu'il y a moins de box de consultation. On fait honneur aux dames et aux enfants. Hein? C'est elles qui gouvernent le monde, les femmes. Donc, on leur fait la part belle. Et on va avoir, à l'issue de cette consultation, parfois, le patient peut nécessiter certains examens. Il faut savoir que ce que nous faisons, ce sont des examens type test rapide. Parce que nous n'avons pas un véritable laboratoire avec toutes les infrastructures. Mais on a la capacité de pouvoir faire les tests rapides. C'est pour ça qu'on a la possibilité de prendre en charge certaines femmes enceintes, par exemple. Parce qu'on peut faire des tests d'urine, on peut faire des tests de sang. Et voilà notre laboratoire de fortune en face. Ici, nous avons l'opportunité de faire des tests qui nous permettront d'affiner notre diagnostic. C'est vrai que cet hôpital a aussi des particularités parce qu'il n'a pas de meubles, il n'a pas de mur. C'est un hôpital sans mur. Donc c'est vrai que c'est un hôpital mobile, mais il est sans mur. On est dans la nature, on est à gauche, on est à droite, on exploite tout pour pouvoir apporter un peu de sourire à cette personne souffrante qui vit en zone enclavée, qui vit en zone difficile, comme vous-même vous l'avez dit pour arriver. Mais je vous amène maintenant vers l'un des nœuds de cette campagne, c'est la pharmacie. Il faut savoir que les gens, ils partent de gauche à droite, surtout parce qu'ils vont recevoir les traitements gratuits. Ici, c'est un poste de distribution. Dans un poste de distribution, on donne les médicaments aux malades et on lui explique comment il peut boire les médicaments. On lui explique la posologie. Par exemple, vous prenez ce médicament, c'est du paracétamol. Oui. On a mis 2 points à cette extrême droite et 2 points à l'extrême gauche. Ça veut dire 2 matins, 2 soirs. Et s'il faut mettre un comprimé à midi, on fait un plein à midi. Et si c'est un demi-comprimé qu'on fait, on fait la moitié seulement. Un demi-sec. Voilà. Donc on ne remplit pas tout le cercle. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux patients ici. Et dans notre politique de prise en charge, on a affaire à des gens qui travaillent la terre. Ces gens qui travaillent la terre sont des gens qui, au bout d'un certain temps, un certain nombre d'années, vont avoir des douleurs articulaires. Et ces douleurs articulaires vont les amener à prendre beaucoup de médicaments anti-inflammatoires, etc., qui vont leur déclencher un mal d'estomac. Et à force de beaucoup travailler, ils vont utiliser leur sangle abdominale et ils vont créer des faiblesses. Ils auront donc des hernies. C'est pour ça que ces personnes-là, on sait que quand on doit les soigner, on doit prendre en charge leur estomac, on doit prendre en charge les douleurs, on doit prendre en charge les pathologies herniaires. Et le volet douleur, on a introduit ce qu'on appelle une injection antidouleur. On fait une injection antidouleur qui a pour but de casser le cycle de la douleur et on entretient ce traitement par des comprimés et par des crèmes topiques pour permettre aux patients d'avoir son traitement longtemps après notre départ. Dites-moi, docteur Geoff Boulet, avant de continuer, je vois beaucoup de jeunes hommes et de jeunes dames avec des blouses Ascovim. C'est des bénévoles? Oui, bien sûr, Ascovim fonctionne avec des bénévoles, des volontaires. Vous les recrutez comment? Sur quelle base? Mais vous savez, l'avantage que moi j'ai, c'est que moi je suis à la fois médecin et enseignant. Donc en tant qu'enseignant de médecine, j'essaie d'attirer toutes ces jeunes personnes qui ont des connaissances qu'ils reçoivent à l'université, à la faculté, à vouloir faire un super challenge, de faire le diagnostic, de rechercher les symptômes qu'ils apprennent à l'école et de les voir sur quelqu'un. Et l'avantage qu'Ascovim a, c'est qu'Ascovim a réussi le pari de mettre un intermédiaire entre l'université et le patient. Cet intermédiaire s'appelle la simulation. Donc quand on prend tous ces jeunes-ci qui viennent, qui est médecin, qui ne l'est pas, qui étudie les soins infirmiers ou pas, oui, qui peut être un étudiant de droit, etc. Parce que pour expliquer tout ce que nous expliquons là, tu n'as pas besoin de faire la faculté de médecine. Oui. Tu as juste besoin de comprendre que voilà, avec le bon sens, on veut donner un médicament à quelqu'un, on veut donner une crème, mais on a des médecins avec nous. Et ces médecins-là, avant de les amener pratiquer dans les villages, ce que nous faisons, c'est qu'on les amène en simulation. Et en simulation, on leur apprend, voilà, vous devez injecter quelqu'un, on les fait injecter sur des mannequins et on voit s'ils ont l'adresse qui leur permettra d'injecter dans les gens au village. Donc c'est ça qui attire toutes ces jeunes personnes
toute cette jeunesse dynamique que vous voyez là. C'est là que la définition de votre association Ascovim prend tout son sens. Association de compétences pour une vie meilleure. Ce n'est pas une association de médecins, c'est une association de compétences. Mais dites-moi autre chose. Comment vous faites le casting des villages dans lesquels vous vous déployez? Ça se passe comment? Alors au début, on se disait, je voudrais me prendre un village où 20 km à la ronde, il n'y a pas d'hôpital. On a un peu commencé comme ça. Et après, on a dit, non, franchement, il faut qu'on soit... qu'on réponde aux invitations, aux sollicitations des gens. Vous savez, de fil à aiguille, on a commencé à aller partout dans le pays, victime du boulot. Oui. Donc maintenant, nous allons partout où on nous invite, sauf dans les grandes villes, bien sûr, parce que l'objectif étant toujours d'apporter ces soins-là aux populations qui en ont le plus besoin. Je ne dis pas qu'à Yaoundé, il n'y a pas les pauvres qui ont besoin. À Yaoundé, il y a les pauvres qui ont besoin, mais ils ont quand même l'hôpital à côté. Dès qu'ils ont les moyens, ils iront. Pourquoi vous faites tout ça? Je fais tout ça pour apporter un peu de sourire aux gens. Moi, c'est mon père qui a été très malade pendant plus d'une vingtaine d'années, pendant plus de 23 ans. Mon père, quand il a fait l'accident, il n'y avait pas beaucoup de neurochirurgiens au Cameroun. Donc, il avait du sang à l'intérieur, entre le crâne et le cerveau. Et ce sang-là dérangeait permanemment. Et on ne voyait qu'un seul neurochirurgien. Et il y avait beaucoup de gens autour qui devaient voir le neurochirurgien. Et le mec, il m'a dit, écoute, le jour que tu seras spécialiste un jour, n'oublie pas ceux qui n'ont pas la possibilité de te voir. Je travaille à l'hôpital central de Yaoundé. Je vois les malades. J'ai suffi une consultation fournie. Je peux m'arrêter là. Mais quand je me rappelle de ce que mon père m'a dit là, je descends dans ces villages-ci et vous voyez le résultat. Beaucoup de gens ont besoin. Et quand j'ai compris que ce n'est pas seulement la chirurgie que je connais, dont les gens ont besoin, j'ai décidé donc de créer cet hôpital mobile où tu peux rencontrer un ophtalmologue, un dentiste qui décide de donner de leur temps et de leur savoir une fois par semaine ou bien une fois l'année dans un village du pays. Certains médecins sont aux États-Unis, ils peuvent me dire, écoute, je t'offre la semaine de X et je viens au pays et tu m'amènes dans le village où tu veux et je soigne gratuit. J'ai besoin de ça, ça et ça. Nous, on s'attelle à avoir le nécessaire demandé et le mec, il vient, il bosse, il soigne les gens et il comprend l'importance. C'est ça la magie. Il comprend l'importance et c'est maintenant lui qui nous dit, je reviens la semaine prochaine. Améliorer à tel niveau, améliorer à tel autre niveau. C'est pour ça que ce n'est pas le début comme ça. Ça, c'est le résultat de plusieurs connaissances qui ont amélioré le fonctionnement. Quelques petites recherches, Dr Georges Volet, m'ont permis de savoir que vous êtes sur le terrain pratiquement tous les week-ends que compte l'année. Ah non, ça, c'est pas tous les week-ends que compte l'année. Je suis dans les villages de février à mi-décembre. C'est quasiment toute l'année? Oui, c'est quasiment toute l'année. On fait 44 missions par an. À quel moment vous vivez? C'est ma vie. J'ai pas une autre. J'ai pas une autre, c'est ma vie. C'est comme demander à Mbappé, est-ce qu'il a une autre vie que celle-là? Certes, il a une autre vie, tout comme moi. Moi, j'aime rire, j'aime m'amuser, je blague à tout moment, tout ça. Mais je veux dire, c'est une partie essentielle. C'est comme si tu disais, Aïcha, bon, ne joue pas ta guitare. C'est un problème. On continue la visite? Comme vous voulez. Je vous amène là où se passent les choix des médicaments. Je vous amène là où comment on met les médicaments dans les services. C'est une partie très importante du boulot. C'est ici, avant le début de chaque mission, tout le monde, tous les 35 volontaires qui m'accompagnent chaque semaine, chacun s'assoit, que tu sois le chauffeur, que tu sois le magasinier, que tu sois le porteur, que tu sois le médecin, que tu sois le patron du patron, tout le monde s'assoit ici pour mettre les médicaments dans les plastiques, dessiner les ronds. Alors vous avez tous ces médicaments que nous distribuons aux populations et ce n'est pas la population qui achète, il y a toujours quelqu'un derrière qui le fait. Ascovim fait 44 missions par an en moyenne et environ 15 de ces missions reçoivent un appui. J'ai entendu dire que vous faites également des missions à l'étranger. Oui, on fait quelques missions à l'étranger. On a fait au moins 4 missions en Sierra Leone. Et croyez-moi, j'ai vraiment pleuré. J'ai commencé à me dire, souffre-t-on moins quelque part? Heureusement que je me suis rappelé que la souffrance, c'est la souffrance. Qu'elle soit à un point X ou à un point Y. La souffrance, c'est la souffrance. Parce que si quelqu'un souffre,
parce qu'il n'a pas 1 million, si vous lui donnez ça, il est heureux. Mais si l'autre souffre parce qu'il n'a pas 5 francs, si vous lui donnez ça, lui aussi il est heureux. Donc on essaie juste d'apporter du sourire en fonction des problèmes. Vous êtes sur le terrain, Dr Georges Bollet, de février à mi-décembre, m'avez-vous dit? Exact. Un fonctionnement pareil n'est pas idéal pour une vie de famille? Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai des chances. La première, j'ai mes enfants qui m'aiment beaucoup, qui ont compris ce que je fais et qui ont compris la passion et la joie que j'ai à faire ce que je fais et qui m'accompagnent dans ce travail et qui, demain après-demain, je suis sûr, feront mieux que moi. Il y a des enfants qui sont les miens et il y a des enfants qui sont tout autour de moi, c'est-à-dire tous mes petits soldats, qui voient ce qu'on fait et qui en tirent des bénéfices énormes. Franchement, sans vouloir me vanter, parce que ce n'est même pas ma force, les gars qui sont autour là, depuis un certain temps, sont des gars qui bossent énormément. Permettez que je vous montre quelque chose? Oui. C'est un père très aimant. Il aime vraiment beaucoup. Et très blagueur aussi, parce que voilà, je me dis qu'avec quand on est avec lui, c'est difficile qu'on soit stressé. C'est une personne qui aime pousser les autres à réaliser leurs propres rêves. Je suis vraiment très fière de lui. Il aime ce qu'il fait et il le fait vraiment avec passion. Papa, je t'aime beaucoup et sache que je suis fière de toi. J'espère que le Seigneur continuera de bénir l'œuvre de tes mains, qu'il va continuer de te conduire, toi et ton équipe, et de gloire en gloire en fait. Oui, ça c'est une pote qui est très sympa et que j'aime beaucoup. Ah ouais, ça c'est une grosse surprise. Une autre réaction? Plus sérieusement? Oui, plus sérieusement, Dieu m'a fait grâce d'avoir les enfants qui comprennent facilement ce que je fais. Et on a réussi à avoir, non seulement à établir des relations, non seulement papa-enfant, mais on a des relations amicales qui sont très fortes, autour desquelles il y a des éléments comme le respect mutuel, l'amitié, l'amour, la joie et tout ça là. Et au moment difficile, on se soutient, on est ensemble. Donc voilà, c'est des gens extraordinaires. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour ne pas écraser une larme. Je l'ai presque vu. Ah oui, bon, je crois que d'ici la fin, ça arrivera. Ascovim, c'est pas une association qui a de l'argent en banque. Oui. Ascovim, c'est une association qui fonctionne grâce aux dons. Qui est forte de ses membres. Oui, de ses membres, tout comme des personnes, des donateurs qui viennent de partout dans le monde. Et ces donateurs, certes, on n'a pas beaucoup de donateurs permanents, parce que la force d'une association, c'est d'avoir de grands donateurs permanents, comme les grandes universités aux États-Unis, des choses comme ça. Nous, on n'a pas beaucoup de donateurs permanents, mais les donateurs spontanés que nous avons nous permettent de pouvoir garder l'équilibre. Vous voyez, une association comme la nôtre qui travaille depuis 17 ans, chaque week-end, se retrouve en train de faire une campagne. Je ne suis pas sûr qu'il y a eu plus d'un week-end où nous ne sommes pas allés en campagne, en ces 17 ans quelque part, parce qu'on a manqué les moyens. Dieu pourvoit toujours. Donc, jusqu'à ce jour, on se bat. Ici, c'est le service d'ophtalmologie de Fortune. Vous voyez, nous sommes dans une classe de maternelle qui fait office ce jour d'ophtalmologie. Et si vous regardez derrière le tableau qui est là, c'est le premier geste que toute personne qui arrive en consultation d'ophtalmologie va faire, c'est-à-dire essayer d'évaluer son acuité visuelle. Dès que l'acuité visuelle est évaluée, le patient a donc la possibilité de rencontrer le médecin. Et lorsque le patient rencontre le spécialiste, on peut donc lui dire ta pathologie c'était celle-ci, on peut la prendre en charge, on ne peut pas la prendre en charge sur place, on peut t'inviter à Yaoundé et la prise en charge est gratuite parce que tous les cas de cataracte que nous faisons à Yaoundé, ce sont des cas gratuits. Je tiens quand même à signaler qu'il y a un de nos partenaires qui a beaucoup aimé ce programme et qui a beaucoup supporté ce programme, c'est l'ambassade suisse. L'ambassade suisse a beaucoup supporté ce programme, payé pour les patients qui viennent dans les villages, payer les transports, payer les traitements, acheter les médicaments post-opératoires, tout ça. L'ambassade suisse a beaucoup fait ça. Donc, on a quelques partenaires qui comprennent très bien ce que nous faisons.
Bon, bienvenue en dentisterie. Ça annonce la couleur. La chef de dentisterie, c'est le docteur Assibia Marie-Laure. C'est elle qui gère notre dentisterie. Bonjour, docteur. Depuis. Elle a 2 postes de travail. Et l'avantage ici, c'est que nous sommes en train de nous battre pour essayer de faire des soins conservateurs. Et c'est notre plus grand challenge dans notre service de dentisterie. On veut faire un pas, c'est pas toujours l'extraction. Il faut s'améliorer. Et on a la joie de travailler avec une association française de jeunes étudiants qui s'appelle Sourire sans frontières et qui travaille avec nous. Donc ici, je vous amenais juste voir ce service qui fait un travail énorme. Et si vous voyez qu'ils ont des mannequins de bouche, etc. Ces mannequins-là, nous les utilisons, comme je vous ai expliqué, en salle de simulation. Et les gens font la simulation en dentisterie avant de travailler dans ce service. Donc, voilà. Vous avez reçu, docteur Georges Boilet, plusieurs distinctions à travers le monde. Quelles sont celles qui vous ont le plus fait chaud au cœur, si je peux le formuler ainsi? Moi, je pense que toutes ont eu une influence particulière. La première distinction au Cameroun, ça veut dire qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui ont été attentives et qui ont regardé ce qu'on faisait. Oui. Les autres à l'international ont augmenté la visibilité. Je me souviens quand on a eu le prix CNN Hero, cette année-là, on a consulté plus de 40 000 personnes. L'année d'après, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Donc ça a augmenté la visibilité. Et le prix de la Reine d'Angleterre. Le prix de la Reine d'Angleterre, la même chose. Tout ça, ce sont des prix qui nous permettent de bouger. Aujourd'hui, on va me dire, oui, tu es chevalier de l'ordre, que le président Emmanuel Macron m'a fait honneur en m'envoyant cette distinction. Oui. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui regardent ce qu'on fait, bien qu'on soit en train de le faire dans les villages, bien qu'on soit en train de le faire dans les zones enclavées et dans les zones difficiles d'accès. Bah, ces actions ont un écho, parce que je peux quand même vous dire qu'il y a des moments où le découragement est important, la difficulté, on est en panne, on est bloqué quelque part, on est dans une mare d'eau, il faut pousser, il faut faire ci, ça. Et on est découragé. Justement, en parlant de découragement, docteur Georges Boilet, c'est toujours le sourire sur les lèvres, sur les visages de vos patients qui vous donne envie de ne pas abandonner malgré le découragement qui peut... Alors, je vais raconter quelque chose. Oui. Je me souviens, il y a quelques années, une dame m'avait amené à Messamena. Et pendant qu'on était en train de faire le speech à la population pour savoir ce qu'on va faire, on avait 1 millier de personnes devant nous ici et un mec isolé là-bas qui grognait et qui disait « Je vais aussi me faire opérer aujourd'hui. Je vais aussi me faire opérer cette fois-ci. » Et le monsieur avait un pagne et toute la population qui était en face de nous avait la même réaction. « Sorcier, va-t'en, laisse qu'on nous soigne. » Alors j'ai vu un type qui était donc exclu de la société parce qu'il était malade. Et effectivement, c'était un monsieur, quand je le rencontrais, là c'était un monsieur qui avait une 40aine d'années et qui était porteur d'une hernie à sa naissance. À sa naissance, sa mère est décédée et son père est décédé 2 ou 3 ans plus tard et il n'a pas bénéficié d'une intervention chirurgicale de sa hernie de naissance. Et le type, avec une volumineuse hernie où ses intestins avaient quitté sa cavité abdominale et étaient dans son scrotum, à tel point, excusez-moi, mais lorsqu'il voulait faire les selles, les intestins n'envoyaient plus les selles dehors, les selles sortaient par le scrotum, ce qu'on appelle en jargon médical une fistule. Oui. Et ce monsieur était donc à l'écart sur le plan de la société. Et il a eu le courage de venir me dire, écoute, tu vas me soigner aussi. Et j'ai vu ça, je lui ai dit, non, je t'amène à Yaoundé et on va voir ça là-bas. Et là, quand je l'ai amené à Yaoundé, ça nous a pris 2-3 heures pour opérer le monsieur. Mais 1h30 après l'intervention, le monsieur a commencé à me dire, docteur Boilet, est-ce que tu as fini? Est-ce que tu as fini? Il m'a tellement agacé que je lui ai dit, oui, j'ai fini. À ma grande surprise, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu les infirmières qui passaient, il dit, toi, tu seras ma femme. Et toi aussi, tu seras ma femme. Je me suis dit, mince. C'est là où j'ai constaté que ce mec, il a vécu 44 ans de frustration, 44 ans sans femme, 44 ans sans boulot professionnel. 44... Mais il est allé à l'école et il parlait français correctement. Et ça percutait dans son cerveau. La sagesse, l'intelligence
n'était pas peut-être d'un niveau académique très élevé, mais il avait la sagesse de la vie. Et c'est un monsieur qui percutait. J'ai vu la frustration. Et vous imaginez que 2 ans après, 2 ans, 2 grands champs de cacao d'1 hectare chacun, 2 femmes, 4 enfants. Waouh! Réinsertion sociale, réinsertion professionnelle, un travail qui lui donne de l'argent, et il s'est marié. Je lui en veux pas d'avoir pris 2 femmes. Avec les infirmières? Pas avec les mêmes infirmières, mais il a trouvé d'autres femmes. Oui. Donc c'est ce genre d'histoire qui te fait courir. Et chaque fois je me dis, peut-être qu'on m'appelle dans un village parce que Dieu va faire quelque chose où je vais devoir intervenir. C'est ça qui fait courir. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bonjour chef de centre. Comment ça va? Ok. Donc ici c'est le service en question de maternité dont je vous parlais. Et on a eu la chance, quand je vous dis que le gouvernement nous aide, c'est parce que nous utilisons les infrastructures du gouvernement comme ici. Ça c'est un hôpital de l'État, c'est un établissement de l'État. Et on l'utilise ce jour pour faire diverses activités. Là-bas on était à l'école, c'est une école publique. Ici on est dans un hôpital public. Et ici on va faire les soins aux femmes enceintes, à leurs bébés. Et on va faire des interventions chirurgicales. Et c'est ce que je vous disais, les femmes enceintes, elles ont la possibilité de recevoir dans ce kit. Et dans ce kit, elles ont la serviette, les fringues, tout le matériel nécessaire pour que la femme puisse accoucher. Et aujourd'hui, comme c'est cette campagne, cette dame qui fait la campagne, on lui a fait honneur. Mais c'est comme ça dans tout le pays. Chaque fois que nous marchons, c'est comme ça que nous donnons. Et les femmes sont suivies. À l'issue de ça, on a des fiches d'enregistrement de toutes leurs données, etc. Et elles peuvent faire donc des consultations. Et on réfère au site où la femme est suivie normalement. On leur réfère toutes ces données-là. Voilà. Ici, je t'amène à ce qui va faire office de notre bloc opératoire. Et nous sommes toujours dans le centre de santé du village. Et dans ce centre de santé, on va prendre 2 salles. Toujours la salle où les femmes accouchent, etc. Parce que ça permet de pouvoir faire une intervention. Et on va prendre 2 autres salles à côté. Parce que l'avantage que nous on a, c'est que quand on vient, on a au moins 5 ou 6 personnes qui peuvent faire de l'intervention chirurgicale. Donc on fonctionne avec... Vraies interventions chirurgicales? Oui, des vraies interventions chirurgicales parce qu'il n'y en a pas de petites. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est des populations qui travaillent trop la terre et qui utilisent la sangle abdominale et qui vont donc avoir des pathologies comme des pathologies hernières. Certes, le bloc est en train de s'installer. Je ne vais pas essayer de dire qu'il nous faut des conditions particulières de stérilité, mais je vais quand même t'offrir un calot. Et avec ce calot, on ne va pas mettre des masques parce que on est encore en train de faire l'installation. Voilà. C'est comme ça? C'est exactement comme ça. Ok. Voilà, et puis vous allez l'enfiler. Parfait. Donc, ici, au bloc opératoire, nous recevons donc des patients qui, premièrement, auraient été sélectionnés pour des cas de chirurgie. Et les cas que nous opérons le plus dans ces heures de zone, ce sont des masses, il y a parfois des masses graisseuses qui sont sur les corps des gens. Il y en a moins dans les grandes villes, mais plus dans les villages, parce que c'est très souvent lié à des carences vitaminiques. Et ça s'appelle des lipomes. Donc, on les opère. Après, on opère des pathologies hernières. Après, en fonction du type d'hôpital où nous nous trouvons, nous pouvons aller faire d'autres types de chirurgie. Par exemple, une hystérectomie chez une femme, les myomes, l'opération des myomes chez une femme et tout ça. Si l'hôpital a la capacité d'assurer un suivi post-opératoire, et nous n'opérons que les pathologies pour lesquelles nous pouvons contrôler les complications dans les villages. À quel moment vous opérez? Puisqu'il y a d'abord le pré-screening, il y a les consultations. Les opérations chirurgicales sont au bout de la chaîne, c'est ça? Oui, l'opération commence à 17-18 heures et donc couvre toute la nuit et s'étendent parfois jusqu'au lendemain 9-10 heures. Mais quand on est dans un village comme Nkolkosé, ça s'étend 2-3 jours après. Vous ne vous reposez pas? Bon, le repos, c'est... moi, je pense que c'est quand on meurt. Hein. Parce qu'on est quand même sur votre tombe, repose en paix. Et vous ne ferez que ça.
Pendant les chirurgies, qu'est-ce qui se passe? Nous divisons les patients. Nous formons des équipes. Et par exemple, on arrive dans un village, il y a 150 chirurgies à faire. Nous regardons notre équipe. Quelle est la taille de l'équipe? La taille de l'équipe, c'est 4 postes. Ça veut dire que chaque personne devra opérer au minimum une quarantaine de patients. Et si tel est le cas, on se dit, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'il y a ceux qui peuvent faire 50, d'autres faire 60? On équilibre donc comme ça. Et en combien de temps on va le faire? Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc toute la nuit, bon, ce n'est pas l'ambiance du bloc opératoire très stricte. Et il faut aussi avouer que, partie du fait que quand on fait la fête, on peut arriver en boîte de nuit à minuit et on danse jusqu'à 7 heures. Nous pensons que nous pouvons faire notre chirurgie de minuit à 7 heures. Donc, ce qui fait qu'il y a une petite ambiance festive dans nos blocs opératoires, un peu de musique, un peu de choses, dont le mbolé est partout. Il faut quand même des compétences particulières pour faire des opérations chirurgicales ici parce que c'est un milieu un peu difficile. Oui, le milieu est difficile quand on le prend de prime abord. Mais il m'est arrivé de faire des interventions dans des conditions encore plus difficiles que celles-là. Comme lesquelles? Comme par exemple, j'arrive dans un village et on n'a pas encore atteint le village parce que le village est encore à 40 km. On trouve une femme en chemin qui est en train de marcher et on est dans un espace qu'on appelle des bosquets. On était à l'est, on est dans un grand bosquet et c'est à la fin du bosquet qu'on devait trouver le village et on trouve donc la femme et en conditions difficiles, qui n'arrivait plus à faire un pas, qui était couchée avec l'enfant bloqué en position ne permettant pas l'accouchement. Je vous dis, on a pris ce qu'on appelle des champs stériles. Voici ce qu'on appelle par exemple un champ stérile. Oui. On a pris un champ stérile, on a l'avantage que ces champs stériles ont tous les éléments. On a pris ce champ stérile, on l'a mis sur 2 capots de véhicule et on a fait l'intervention. À la fin, on retient que le bébé est né en fait. Oui. Le bébé est né. Comment avez-vous trouvé cette promenade? Bah, j'avoue que pour l'avoir montée, j'étais celui qui était seulement en train de travailler et qui voyait sa campagne en train de se dérouler. Ah oui? Mais maintenant, je l'ai vu différemment. Je l'ai vu, je me suis retrouvé en train de la présenter, en train de voir des choses qui étaient bien, mais aussi des choses qui manquaient. Donc c'était non seulement agréable, mais c'était aussi un moment de remise à niveau afin de savoir comment s'améliorer. Donc je suis très content et très heureux de vivre un moment qui me permet de m'épanouir. Je vous montre quelque chose avant qu'on ne se sépare. De Georges Boillet en quelques mots. Ce grand frère incroyable, humilité, générosité, efficacité, moi je dirais ça. Un souvenir particulier me reste gravé en mémoire. J'étais étudiant en médecine en 5e année. Je suis arrivé au cours d'une réanimation d'un patient pour lequel Georges donnait tout. Et finalement, ce patient est décédé. Certes, je raconte un épisode tragique, mais j'ai vu sur ce moment-là un médecin qui a été marqué par la perte d'un autre être humain. Et ce n'était pas un dossier, ce n'était pas un numéro, c'était un patient. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur et dont il a été profondément bouleversé. Et ça m'a fait voir la face humaine du docteur, du médecin. Et cet épisode me reste, je suis sûr qu'il ne s'en souviendra pas. Comme souvent, nous arrivons, nous les jeunes, il était alors en spécialisation de chirurgie, moi j'étais étudiant et il faisait partie de nos idoles. Et il fait encore partie de nos idoles. Je continue de dire autour de moi que j'ai un héros, c'est Dr Georges Boillet. Les gens me demandent, mais c'est qui ce Georges? Je dis, bah écoutez, c'est mon héros. Voilà, il y a très peu de gens comme ça et j'ai la chance de pouvoir vivre à une époque où j'ai côtoyé Georges Boillet et j'en suis particulièrement fier et particulièrement honoré. Vraiment, ce chirurgien pédiatre, il nous parle d'un bloc opératoire sucré depuis la Suisse. C'est un frère. C'est un frère et je suis très content parce que j'ai vu plusieurs ministres, une fois de l'époque, le ministre de la Santé, qui me disait le rêve était de faire que lorsqu'un Camerounais, médecin, arrivait en congé au Cameroun pour 1 mois et pouvoir discuter avec lui pour lui arracher une semaine
pour partager son expérience dans l'hôpital ou de la ville où il se trouve. Oui. Et ce projet n'a pas encore bien pris corps, mais je vous jure, ce jeune est un exemple et un modèle de ça. Jamais au Cameroun sans être dans un bloc opératoire, en train de donner son expérience. Ce jeune chirurgien est un exemple de celui qui quitte l'Europe et qui vient ici. Un exemple de diaspora positive. Je suis très heureux. Je lui ferai un coucou après. D'accord. Avant de nous séparer, j'ai un cadeau pour vous. Vous avez le temps d'écouter? D'écouter la musique? Oui. J'écoute beaucoup la musique. 100 titres clés de la variété camerounaise. Oh là là! C'est un livre qui se lit mais aussi qui s'écoute. Oh là là! Je vois déjà les Marthe Zambo, je vois aussi Tapalambolam, je vois San Fantoma, wow, je vois Guy Lobé. Des années 50 à 2020. Ouais. Waouh, 70 ans de grosse musique. Et j'ai vu la dédicace. La dédicace de l'un des auteurs. Ils sont 3. Ah. Oh, c'est touchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, les voilà les 3. Oui. Ah, mais ça c'est une Bible. Exactement. C'est une Bible de la musique. Exactement. Merci Georges Boilet. Ben, c'est avec. Nous avons amené en promenade avec vous. C'est un petit pincement au cœur que je me rends compte que c'est fini, mais c'était un plaisir. J'espère que ça va se répéter, si ce n'est avec moi, avec quelqu'un d'autre qui aura la chance de vivre avec la merveilleuse équipe que vous êtes, que ce soit vos techniciens, que ce soit vous-même. C'est agréable de travailler avec vous. C'était un grand plaisir. Félicitations à votre équipe et à vous-même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pour moi-même? Oui. Et à Ascovim? Pour moi-même, je souhaite que Dieu continue à me garder en santé et qu'il ajoute les jours qu'il pense que je dois vivre pour continuer à faire son œuvre. Et pour Ascovim, je souhaite longue vie. Je souhaite que Ascovim soit quelque chose qui va vivre des années et des années et des années après moi, mais à des formes diverses. Parce que le monde évolue. Il suffit que le Cameroun décide de soigner toutes ces populations. La formule mission de santé gratuite va changer, mais il y aura d'autres, comme la forme actuelle qui est la forme de la simulation, qui est toute nouvelle et qui est agréable parce que, je vous donne un exemple, si vous avez reçu un coup de couteau au ventre et que la personne qui vous reçoit n'est pas apte ou bien n'a jamais fait une réparation d'intestin, vous ne serez pas très stable. Alors nous donnons la chance à ce jeune-là, praticien, de pouvoir faire ça soit sur le mannequin, soit sur un port, afin d'acquérir la gestuelle adéquate. Je souhaite longue vie à Ascovim et à vous aussi, bien sûr. À bientôt. À bientôt, portez-vous bien. Au revoir. Si vous venez de nous rejoindre, cette promenade est maintenant terminée. Vous connaissez la formule, vous pouvez la revoir, ainsi que toutes les précédentes sur nos différentes plateformes digitales. En attendant, rendez-vous le mois prochain, à la même heure, sur la même chaîne, pour une nouvelle promenade. Là aussi, vous connaissez la formule qui vous fera aimer la télé. Salut les amis! Ce programme vous a été proposé avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale.